Bonjour à tous, dans ce podcast on va parler de l'affaire de l'Oxycontin et le scandale des opioïdes qui a eu lieu donc aux États-Unis d'abord. Et c'était donc un antidouleur et c'est franchement une histoire à connaître pour éviter de tomber dans le panneau. Alors comme Kevin Trudeau le dit si bien dans son livre, tout n'est qu'une histoire d'argent et l'histoire qui suit n'en est qu'une preuve de plus. L'Oxycontin, c'est maintenant un nom qui résonne dans les domaines de la médecine, de la pharmacologie et même de la justice depuis des décennies. Ce puissant médicament antidouleur, et pour cause, c'est une drogue, à base d'oxycodone, est un opioïde synthétique qui a suscité un débat intense en raison de son efficacité pour soulager la douleur, mais aussi de ses effets secondaires et de son potentiel d'abus. Et c'est pas moins de 2 séries télévisées qui ont révélé ce scandale de l'Oxycontin. L'heure est aux révélations et j'espère que ça va continuer pour qu'un maximum de gens prennent conscience de tout ce qui se trame derrière les agissements des compagnies pharmaceutiques. L'histoire qui suit a valu 2 séries télévisées, dont une sur Netflix, et je vous recommande vivement d'en regarder au moins une des deux. Vous retrouverez les liens directement sur l'article sur lesremèdesnaturels.fr. Pourquoi c'est important? Parce que prendre conscience de ce dont sont capables les compagnies pharmaceutiques est indispensable pour faire de bons choix pour notre santé. Et cette histoire racontée au travers de ces 2 séries vous permettra de mieux comprendre ce qui s'est passé. Alors certes, ce sont des séries, mais il n'y a jamais de fumée sans feu. Alors l'Oxycontin, c'est quoi et ça vient d'où? L'Oxycontin, c'est un médicament, un antidouleur qui a été introduit sur le marché américain en 1995 par Purdue Pharma, une société pharmaceutique américaine. C'était soi-disant à l'origine une réponse à un besoin médical de gestion de la douleur chronique, offrant un soulagement prolongé grâce à sa formulation à libération contrôlée. Bla bla bla. Ça, c'est sûrement la pilule qu'on voulait bien nous faire avaler. Selon la série de Netflix, suite à un décès dans la famille Sackler, l'entreprise familiale risque la faillite. Et c'est alors que le neveu du défunt décide de reprendre les rênes en trouvant un médicament qui pourrait être utile. Et ils se sont posé la question de quoi les gens ont le plus besoin, de moins souffrir. Et du coup, il se met en quête de créer un nouveau médicament qui apaisera durablement les douleurs des patients. Faut pas oublier quand même que, a priori, la création de ce médicament est avant tout une réponse à la faillite de l'entreprise familiale, plutôt qu'à un besoin de calmer la douleur, toujours selon la série. Et il faut savoir aussi que les Sackler, donc la riche famille qui est derrière tout ça, ne connaissaient pas grand-chose à la médecine. Et voilà comment l'idée de l'Oxycontin a vu le jour. Ensuite, avec le pognon qu'ils ont, c'était qu'une question de temps pour mettre tout ça sur le marché. Alors, quelle était l'efficacité de l'Oxycontin? Selon les données fournies par Purdue Pharma, LOL, et d'autres fabricants, donc ça vaut ce que ça vaut, l'Oxycontin a été salué pour son efficacité dans le traitement de la douleur chronique. Les chiffres indiquent qu'il a été prescrit à des millions de patients pour soulager diverses formes de douleurs, y compris la douleur liée au cancer et les douleurs post-opératoires. J'ai envie de dire, c'est normal que l'entreprise elle-même ne se tire pas une balle dans le pied. Ce serait dommage pour eux d'ailleurs, il leur faudrait trouver un remède contre la douleur. Mais un vrai cette fois. Bref, leur méthode était efficace puisque radicale. Pour illustrer ce que ça veut dire, c'est un peu comme si vous avez mal au pied. Si on vous coupe le pied, a priori, vous n'aurez plus mal au pied. Seul problème, vous n'avez plus de pied. Et le problème de l'Oxycontin, c'était son addiction. Donc en fait, c'était une solution court terme sur un antidouleur, mais c'était un business juteux puisque les gens en devenaient addicts. Et l'addiction à l'Oxycontin était telle qu'elle a créé des dépendances en masse et tout le monde commençait à surprescrire, voler, braquer les pharmacies pour avoir la fameuse pilule. PDG, vendeurs, médecins et patients, presque toute la chaîne, enfin presque, a été leurrée. Et tout le monde, sauf les patients, se faisait une montagne de fric au passage. Alors comment un tel produit réussit à être sur le marché? Comment ça se fait, en connaissance des addictions possibles, que ce médicament a pu être autorisé sur le marché? Est-ce que la FDA, donc l'organisme américain qui s'occupe de valider les médicaments, aurait tout simplement laissé passer ça? Et Kevin Trudeau en parle aussi longuement dans son livre, tout n'est qu'une histoire d'argent et tout le monde a un prix. Cette partie est un peu floue dans les 2 séries télé, mais quelqu'un a fait quelque chose pour que la personne en charge de valider ce médicament bascule son verdict de non approuvé à approuvé. Et fait encore plus marquant, la personne qui a approuvé le médicament à la FDA s'est retrouvée travaillant chez Purdue Pharma quelques mois plus tard. Au moins, elle était tranquille. Donc, une seule personne qui valide le dossier, des études faussées, de la corruption à tour de bras et à coups de billets de banque, et voilà, une drogue dévastatrice sur le marché, au profit des dirigeants et vendeurs dans la société. Dites-vous bien en passant que c'est pas un cas isolé, lisez le livre de Kevin, il y a plein d'histoires de corruption comme celle-là. Et il y a eu beaucoup de dépendance avec ce médicament qui d'abord retire la douleur et ensuite crée une dépendance, comme une drogue,
qui détruit les familles, qui détruit les amis, etc. Et l'addiction était telle que les gens sortaient dans la rue, braquaient les pharmacies pour avoir leur médoc. Et en plus, ce genre de société possède tout. Les organismes de validation, les magazines, les articles, les médias, les associations de consommateurs, les médecins, les conférenciers, les pubs, tout. Ils possèdent tout et ils peuvent tout biaiser. Donc c'est extrêmement facile pour eux de vendre n'importe quoi et de leurrer tout le monde. Regardez ces histoires, regardez ces séries et ne vous faites pas avoir. Du coup, la prochaine fois que vous prendrez un médoc, renseignez-vous. Parce que le seul fait qu'il soit approuvé par des organismes sanitaires et réglementaires n'est pas un gage de qualité, et ce depuis longtemps. Et alors, elle en est où cette affaire ? Eh bien, le fin mot de l'histoire n'est pas si rose. Donc je vous rappelle que le médicament a été mis sur le marché en 1995, et presque 10 ans plus tard, en 2004, Purdue, qui commençait à avoir des problèmes, a accepté de payer à l'État 10 millions de dollars en programme contre l'abus de drogue avec toutes les preuves restant sous scellé et confidentielles. En gros, plutôt que d'avoir à retirer son médicament du marché, son médicament néfaste, la société s'en est pris à ceux qui en abusent. Un super coup de pouce marketing. En mai 2007, finalement, la société a plaidé coupable pour avoir induit le public en erreur sur l'Oxycontin à propos du risque de dépendance et a accepté de payer 600 millions de dollars dans l'une des plus grandes affaires pharmaceutiques de l'histoire des États-Unis. 600 millions de dollars, ça vous paraît beaucoup ? Bah attendez la suite. En 2019, après avoir vendu des drogues légalisées pendant plus de 25 ans, la société Purdue Pharma a été mise en faillite, protégeant ainsi ses patrons et actionnaires. Et oui, les dirigeants pourront repartir indemnes avec leurs milliards accumulés. Mais c'est pas tout, leur société continue en plus de vendre leurs médicaments en Europe, et notamment sous le nom de Oxynorm, et qui commence à faire les mêmes ravages en Europe. C'est une aberration et pourtant c'est bien réel. Donc la plus grosse amende qu'elle a dû payer, c'est 600 millions de dollars. Et il me semble qu'elle a dû filer 10 milliards au moment de la faillite. Et vous savez quels ont été les bénéfices générés par Purdue Pharma pendant toutes ces années ? Et je parle de bénéfices, je parle même pas de chiffre d'affaires. Pour donner quelques chiffres, Purdue a augmenté son bénéfice de quelques milliards de dollars en 2007 à 31 milliards de dollars en 2016 et 35 milliards en 2017. 35 milliards de bénéfices en 2017 et des amendes qui s'élèvent même pas à 1 milliard. C'est juste scandaleux, ça représente même pas un 35e de leurs bénéfices. Bref, la chose à retenir, c'est que le monde tel qu'il est fait aujourd'hui ne vous protégera pas, alors protégez-vous vous-même. En conclusion, partagez cette histoire massivement, cet article, ces séries partout autour de vous. Les compagnies pharmaceutiques sont des bandits qui sont prêts à tout pour faire du fric. Et la conscience que tout ça existe est le premier pas pour éviter de se faire avoir. Alors, partagez. Et moi, je vous retrouve sur le prochain podcast. C'est ça. Mais quand Curtis Wright a donné l'approbation de la FDA, personne en interne ne s'y est opposé ? Si, bien sûr. Diane Schnitzler lui a envoyé un mail pour lui dire que la soi-disant non-accoutumance était suspecte. Et qu'est-ce qu'il lui a répondu ? Que c'était pourtant la vérité. Et que c'était le médicament du futur. Donc, Curtis Wright, qui est à la FDA en tant que médecin conseil, accorde une AMM pour une substance totalement inconnue, puis il démissionne de la FDA et va travailler pour le labo en question. Il n'y a pas un conflit d'intérêts quand on déroule le tapis rouge au futur employeur qui va grassement vous rémunérer ? Oui, je comprends que vous vous posiez la question. Ça peut passer pour de la corruption. Mais c'est pas forcément le cas à chaque fois. Curtis Wright a simplement tiré profit du système de l'industrie. C'est un peu les vases communicants. Dès qu'un haut responsable quitte le gouvernement, on le retrouve à la direction des entreprises qu'il surveillait pour un salaire plus important. Et c'est tout à fait légal. Alors oui, ça peut sembler immoral, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Voilà un article où il est dit que le patient n'a besoin que de 2 comprimés par jour. Or, le médicament ne dure pas 12 heures d'affilée. Donc, comment ils ont fait pour que la FDA laisse passer ce genre de publicité ? Ça, il faut le demander à Ronald Reagan. Quoi ? Lui aussi, il travaille chez Purdue ? Non. Mais en réformant la FDA, il l'a obligé à se soumettre aux exigences de Big Pharma. À l'heure actuelle, il n'y a plus que 39 employés pour superviser plus de 35 000 publications. Comment ils font pour contrôler ça convenablement ? On verra ça plus tard, d'accord ? Il s'appuie sur la réputation du labo. L'industrie pharmaceutique est censée être honnête. Je sais, c'est ridicule. Donc, quand une entreprise ment délibérément sur les propriétés d'un produit, comment vous faites pour les épingler quand l'infraction atteint vraiment des sommets ? Sarah ? Vous voulez bien nous laisser, s'il vous plaît ? Arthur Sackler a été engagé par Roche pour commercialiser le Valium.
Il devait trouver un moyen de le distinguer du Librium, donc Arthur a imaginé un trouble mental appelé la tension psychique, qu'il venait tout juste d'inventer. Là où le Librium ne traitait que l'anxiété, il fallait un médicament qui soit beaucoup plus spécifique pour traiter la tension psychique. C'est de cette manière que le Valium est devenu numéro 1 des ventes de tranquillisants sur le marché. Tout ça parce qu'Arthur avait créé de toutes pièces une maladie que seul le Valium pouvait soigner. Alors, aujourd'hui, nous avons créé le meilleur médicament antidouleur que l'humanité ait jamais connu. Et tout ce qu'il nous reste à faire pour le distribuer dans le monde entier est de mettre en avant une pathologie médicale particulière nécessitant qu'un patient sous Oxycontin doive doubler la dose